Bien, écoutez, bonjour à tous. En ce vendredi 15 mai, avec une température somme toute très canadienne aujourd'hui et un peu de pluie. Il est donc 11 heures. Nous allons démarrer notre webinaire sur Google Ads en compagnie de notre ami Bruno. Bruno Guyot, qui est plus qu'un professionnel aguerri de tout ce qui touche les produits Google et particulièrement Google Ads. Je vous rappelle que le webinaire va être enregistré dans son intégralité. Je devrais être en mesure de vous redonner le lien pour le revisionner cet après-midi. Nous sommes à peu près, enfin pas à peu près, c'est même certain, il y a eu 54 inscrits, donc je trouve que c'est plutôt d'une belle réussite. Pour l'instant, vous êtes une quinzaine à être effectivement connectés. On va avancer tout doucement et je pense que les gens vont nous rejoindre au fur et à mesure. À la fin de la présentation, donc si vous avez des questions en cours de route qui vous passent par la tête, bien sûr, vous les notez. Et à la fin de la présentation, vous pourrez poser vos questions. Bruno se fera un plaisir d'y répondre. Donc, je vais donner la main et la parole à Bruno pour qu'il puisse se présenter, puisqu'on est quand même un peu plus de Canadiens que d'Européens et ou d'amis suisses. Donc, je pense que vous me connaissez un peu plus. Quant à Bruno, je pense que ça mérite vraiment de l'écouter se présenter parce qu'on est vraiment sur du, comme on dirait en bon français, on est sur du lourd. C'est vraiment quelqu'un qui maîtrise très, très, très bien les produits Google. Bruno, je te cède la parole. Tu peux te présenter. Ensuite, on attaque la présentation. Écoute, merci pour tes mots, ça fait très plaisir. Alors, petite présentation, on fait très rapide effectivement. Donc, je suis spécialiste en marketing d'acquisition. Après, j'ai une forte casquette sur les produits Google. D'ailleurs, produits Google sur lesquels je suis trainer officiel en Suisse. Donc, en fait, je vais former les gens sur Google Ads, sur Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize, globalement tous les produits Google liés au marketing. Donc, je fais ça effectivement en Suisse. Je fais ça en duo avec Blaise Raymondin. On est tous les deux indépendants et tous les deux, fortement aguerris et on s'est réunis comme un duo d'indépendants. C'est un modèle business qui est un petit peu original. Et puis, voilà, je fais pas mal de formations, de conférences, quelques articles de blog aussi, une fois de temps en temps. Voilà pour la présentation, je dirais. Du coup, passons sans transition au contenu. Donc, il y a quelques questions qui ont été posées. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner quelque part comment on fait pour optimiser les campagnes en 2020. Je m'étais prêté à l'exercice en 2019 aussi. Il y a quelques trucs qui ont changé, qui ont évolué. C'est vraiment, ça bouge très vite. Et puis, les algorithmes changent régulièrement. Donc, en fait, on est un peu des chasseurs d'algorithmes, on cherche à comprendre les évolutions des algorithmes qui font en secret chez Google. Et en fonction de la compréhension qu'on va avoir de ces algorithmes, on va adapter les techniques. Les techniques qui marchent ne durent jamais très longtemps. Donc, il faut s'adapter régulièrement et il faut comprendre comment ça évolue. Avant de passer sur cette partie de les 5 moyens d'optimiser actuellement et puis les 5 pièges à éviter aussi, il y avait quelques questions qui ont été posées de manière directe. Donc, ce que je vous propose, c'est que dans la première partie, on va répondre à ces questions spécifiques qui avaient été posées. Et puis ensuite, je partirai plutôt dans un déroulé voilà, des choses à faire qui fonctionnent maintenant et les pièges à éviter. Alors, première question, est-ce que les campagnes de search sont-elles encore optimisables en 2020 ? Alors, c'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser de manière un peu plus large et aussi de manière un petit peu plus loin dans le temps. Est-ce que les campagnes Google seront encore optimisables d'ici quelques temps ? C'est une bonne question. En tout cas, pour les campagnes de search en 2020, donc la réponse c'est oui, plus que jamais, bien sûr. On peut encore toujours les optimiser. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Google fait un forcing énorme pour que les utilisateurs de Google Ads adoptent ce qu'ils appellent les enchères intelligentes, le smart bidding. Et en fait, si vous gérez les enchères en manuel, étant donné que l'adoption est de plus en plus grande chez tous les autres de ce smart bidding, qui, tel que Google nous le vend, va vous faire gagner du temps et puis va aussi vous permettre d'obtenir des performances très largement supérieures. En tout cas, c'est le discours tenu par Google. Maintenant, dans les faits, en tant que praticien, ce n'est pas ce que moi je constate.
Et ce que je constate surtout, c'est que plus les autres adoptent le smart bidding et plus moi, je continue de gérer en manuel et plus je prends un avantage compétitif. Alors, pourquoi? Parce que quand vous faites des campagnes de search en enchères intelligentes, vous n'êtes plus éligible pour obtenir tous les clics. C'est-à-dire que Google va choisir les clics qu'il va vous donner, mais vous ne les prenez plus tous. Et en fait, le discours que Google nous donne par rapport à ça, c'est vous avez moins de clics, effectivement, mais on vous donne les meilleurs clics. On vous donne les clics où il y aura des conversions et ceux où il n'y a pas de conversion, on ne vous les donne pas. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent. Du coup, puisqu'ils nous en donnent moins, mais qu'ils nous en donnent des meilleurs, ça justifie le fait qu'ils nous facturent les clics plus chers. En réalité, en manuel, vous continuez de prendre tous les clics et vous contrôlez le prix auquel vous les payez. Et enfin, voilà, dans les faits, en continuant de gérer en manuel vos enchères et en segmentant un petit peu comme l'ancienne mode, aujourd'hui Google nous dit ne segmentez plus vos campagnes, faites des gros paquets, vous mettez plein de mots-clés là-dedans, vous mettez du smart bidding, ne vous inquiétez pas, la machine va faire le travail pour vous. Moi, ce que je constate, c'est que dans plus de la moitié des cas, c'est faux. Voilà. Donc, ma recommandation pour moi, c'est continuer de gérer en manuel vos campagnes et d'enchérir vous-même en fonction de vos indicateurs de performance et aussi en fonction des parts d'impression. Et vous aurez un avantage sur tous les autres qui enchérissent avec les enchères automatiques. Ça vient aussi rejoindre les fameuses recommandations que Google nous met à corps et à cri dans un compte. Ah, mais vous n'êtes pas encore à 95%, vous n'êtes pas encore à 82%. Et une fois sur deux, quand c'est pas 2 sur 3, on se rend compte, je pense que tu ne vas pas me contredire, que les recommandations sont carrément à côté de la plaque. Alors, c'est intéressant, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Et effectivement, on va y revenir, on va en parler assez largement. Du coup, je garde la bouche fermée pour répondre à ta question parce qu'on y vient juste après. Juste, il y a quand même un truc que vous pourriez vous dire, c'est effectivement gérer les enchères manuelles en 2020, ça prend du temps, etc. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire des filtres qui sont intelligents. Je vous donne un exemple. Par exemple, admettons que vous faites de la génération de prospects et que vous êtes prêt à payer 50 € ou 50 francs, ou peu importe la monnaie, 50 par prospect. Vous pouvez faire des filtres, par exemple. Tout ce qui a un coût par conversion supérieur à 50. Et à partir de là, en fait, vous allez faire un brassage. Vous pouvez enregistrer vos filtres, donc tout ce qui est supérieur à 50, tout ce qui est inférieur à 50, tout ce qui est supérieur à 100 et pour lequel il y a eu 0 conversion, donc 2 fois le coût d'acquisition. Et en fait, en vous faisant des filtres intelligents qui correspondent à vos objectifs et en les enregistrant, la gestion des enchères manuelles, ça se fait extrêmement vite. Vous n'y passez vraiment que très peu de temps. Il suffit simplement d'avoir une approche systématique. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette première question. Ensuite, que penser des recommandations faites par Google? Donc, justement, voilà, on y vient, Laurent. Alors, j'ai publié une étude. En fait, j'ai étudié sur des dizaines de comptes. J'ai étudié plus de 800 recommandations à travers des dizaines de comptes pour essayer de me donner une opinion sur qu'est-ce que ça vaut. C'est clairement ce que je voulais comprendre. Et finalement, donc, elles sont pertinentes pour la plupart. On va dire que globalement, ce que dit Google à l'intérieur de ces recommandations, c'est pertinent. Ils ne nous disent pas des conneries, heureusement. Mais par contre, ils ont un système de scoring qui est, à mon sens, extrêmement vicieux parce qu'il va favoriser leur intérêt à eux, l'intérêt de Google, plutôt que les vôtres. C'est-à-dire que, globalement, vous allez vous retrouver avec des recommandations qui peuvent être totalement pertinentes puis qui vont vous rapporter 2 ou 3 points et vous allez vous retrouver avec des recommandations de passer sur les enchères intelligentes qui vont vous valoir 30 points. Ou alors parce que votre campagne est limitée par le budget, mais si elle est limitée par le budget, c'est volontairement, vous le savez qu'elle est limitée par le budget, mais vous n'avez pas envie d'augmenter, et bien, augmenter le budget de votre campagne pourrait vous donner 25 points. Donc leur système de scoring, il est un peu vicieux et je trouve personnellement qu'il favorise beaucoup trop leur intérêt plutôt que le vôtre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur les recommandations. Ensuite, on n'oublie pas finalement que Google n'est pas une ONG.
Comment? On n'oublie pas que Google n'est pas une ONG finalement. Bien sûr, évidemment, évidemment. Comme toute Hein. entreprise, elle doit faire du profit, c'est évident. Après, se pose la question de où est-ce qu'est la limite par rapport au conflit d'intérêts. Mais c'est une question pour un autre jour. Et éventuellement, si vous voulez approfondir le sujet, vous pouvez aller lire cette étude. J'y donne mon avis, mais j'ai aussi fait participer d'autres experts de l'industrie parce que ça donne une mixité des avis et ça donne comme ça un avis beaucoup plus éclairé. Ensuite, question suivante, quelles sont les campagnes les plus rentables? Alors, ça dépend de plein de choses, évidemment. De toute façon, j'ai envie de dire que ça dépend, c'est la phrase qu'on répond le plus souvent dès lors qu'on nous pose des questions sur les comptes Google. Je dirais qu'en e-commerce, vous devez toujours favoriser les campagnes shopping. Si vous n'avez qu'un petit budget pour faire la publicité de votre e-commerce au démarrage, je vous conseille vivement de commencer par shopping. D'une part, parce que en e-commerce, c'est le format publicitaire qui va prendre le plus de clics du fait que vous soyez, que c'est un produit qui est très visuel. Vous avez les images, vous avez le prix, etc. Donc, c'est ce qui prend le plus de clics. Et au-delà de prendre le plus de clics, c'est aussi ce qui prend le plus de conversions. On va dire que dans une page de résultats sur une requête e-commerce, si vous avez un emplacement shopping et en dessous, vous avez des emplacements pub textuels, la majorité des conversions ira sur les emplacements shopping. Et finalement, ce que vous aurez sur les pubs textuelles, c'est un peu, entre guillemets, des clics du pauvre. Vous aurez des clics, mais il y aura moins de conversions. Donc voilà pour le e-commerce. Commencez systématiquement par shopping. Et puis, en génération de prospects, en lead gen, alors là, c'est assez aléatoire. Je dirais que, évidemment, le search, c'est le premier choix dans le sens où il y a de l'intention. Donc, c'est par ça qu'il faut commencer, évidemment. Maintenant, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que quand on va étendre un petit peu le compte, parce que le search, c'est bien, mais on est limité par le nombre de recherches journalières. Selon la niche, l'industrie dans laquelle vous êtes, bah peut-être que potentiellement, ce volume de recherche journalier, il n'est pas si élevé que ça, puis qu'à un moment, vous allez plafonner rapidement, puis que vous en voudrez plus, évidemment. Donc, à ce moment-là, on va essayer d'étendre le compte, généralement avec du display. C'est souvent la première option qu'on va utiliser pour essayer d'étendre un petit peu le compte. Et au final, quand ce display fonctionne bien, c'est pas si rare que ça d'avoir plus de volume en display avec des coûts par conversion qui sont extrêmement intéressants et extrêmement proches du search. Donc, quelles sont les campagnes les plus rentables? Bah, vraiment, ça dépend. Et puis, je dirais que si vous avez une bonne vidéo, les campagnes vidéo, c'est extrêmement rentable parce que ça reste encore bon marché, si vous voulez, pour l'instant, au niveau des coûts par vue. Et puis, alors, bien sûr, les résultats des campagnes vidéo, elles sont quasiment, je dirais, à 80% dépendantes de la qualité de votre vidéo. Mais si vous avez une bonne vidéo, les résultats que vous pouvez avoir, ils sont incroyables. Donc, ça vaut la peine de réfléchir à une bonne vidéo, de se faire accompagner pour avoir une vraie vidéo qui est percutante, qui est impactante, et derrière, pouvoir matraquer avec des campagnes vidéo. Au niveau de la vidéo, Bruno, tu conseilles quelle durée? Est-ce qu'on est sur du 6, du 15, du 30 secondes? Alors, c'est assez intéressant comme question. On lit de plus en plus, il y en a beaucoup des articles comme ça qui disent oui, mais pour la vidéo, l'attention des gens, elle est extrêmement faible. Il faut faire des messages extrêmement courts, 6 secondes, 15 secondes, 30 secondes. Moi, dans les faits, ce que je constate, c'est que si on fait une vidéo pour vendre sérieusement, ça peut monter jusqu'à 1 minute 30 sans problème et les gens vont la regarder en entier. Après, le truc, c'est que il y a des techniques, évidemment. Il faut que dès le départ, dans les 5 premières secondes, avant que les gens skippent, d'une part, on capte leur intérêt, mais aussi qu'on exclue tous ceux qui ne nous intéressent pas, histoire de ne pas payer pour cela. Mais si vraiment on arrive à bien capturer l'attention et que la vidéo elle est bien articulée, c'est quelque part du copywriting appliqué à la vidéo. Alors, à ce moment-là, on peut monter sans problème à des durées d'1 minute, 1 minute 30 et avoir une rétention qui est très, très forte et avoir de l'action, des clics vraiment immédiatement après la vidéo. Donc, ça dépend de l'objectif de la vidéo et de sa qualité de conception, je dirais. Donc, qualité de vidéo hyper important. Ouais. Et surtout ce que vous dites dedans, en fait. C'est de la même façon qu'une page de vente,
sa puissance, elle réside dans le texte, elle réside dans ce qu'on dit dedans. Et en fait, ce qu'on dit dedans va dépendre de l'étude du marché. À plus on a fait une bonne étude de marché, à plus on comprend à qui on s'adresse, leurs problèmes et ce dont ils ont besoin, et à plus la page de vente va vendre. Et ben, c'est pareil pour une vidéo. Voilà. Ok. Quel objectif pour des campagnes search? Alors, l'objectif pour des campagnes search, c'est moins important si vous gérez vos enchères manuellement. Alors là, peut-être, Laurent, à toi de me dire si j'ai bien compris la question. Pour moi, l'objectif, c'est le paramétrage de la campagne. On a des objectifs de campagne au niveau des campagnes de search, et puis on va pouvoir déterminer plusieurs objectifs. Soit de la… C'était bien ça, hein? Oui, tout à fait. Ok. Donc ça, c'est important pour donner la direction aux algorithmes quand vous êtes en enchère intelligente. C'est-à-dire que si votre campagne, elle tourne sur du smart bidding, il va se servir de l'objectif que vous aurez rentré dans les paramètres de campagne pour savoir pourquoi il doit optimiser. Est-ce qu'il doit optimiser pour vous donner le plus de conversions ou est-ce qu'il doit vous donner le plus de chiffre d'affaires possible? Donc, en fait, il sert vraiment à ça, ce sélecteur. Il va servir d'une part aux enchères intelligentes et d'autre part aussi, dans une certaine mesure, pour l'optimisation des annonces. C'est-à-dire que si vous mettez plusieurs annonces, si vous avez un objectif de conversion, il va favoriser et diffuser de plus en plus celles qui donnent le plus de conversion. A contrario, si vous avez un objectif, par exemple, de chiffre d'affaires, alors à ce moment-là, il va regarder les annonces qui génèrent le plus de chiffre d'affaires et il va favoriser la diffusion de celles qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc, en gros, c'est extrêmement simple. C'est pour ça que je passe assez rapidement finalement sur cette question. Si vous faites du lead gen, il faudra prendre un objectif de conversion. Et si vous faites du e-commerce, il faudra prendre un objectif de vente. Il n'y a pas… Et si vous faites du manuel, j'ai presque envie de dire que vous vous en moquez à quelque chose près. Donc, ça nous amène gentiment à la deuxième partie, 5 manières d'optimiser vos campagnes en 2020. Donc, première chose, voyez plus loin que seulement Google Ads. Déjà, c'est quelque chose, c'est une phrase que j'aime vraiment répéter, c'est « on n'est pas des magiciens ». Et vous pouvez mettre toute la pub que vous voulez, si l'offre elle est mauvaise, ça ne marchera jamais en fait, ce n'est pas possible. Donc Google Ads, c'est bien, effectivement, et on est là pour parler de Google Ads, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas tout. Google Ads, c'est une des variables de l'équation globale. Et en fait, pour que vraiment ça fonctionne, vous devez aussi regarder les autres variables. C'est évident. Si vous regardez que Google Ads, vous allez très vite plafonner, et notamment, par exemple, si vous avez une mauvaise offre ou un mauvais positionnement. Donc, est-ce que l'offre, elle répond à un besoin réel, urgent et intense? Ça, c'est la première question à se poser. Parfois, on n'a pas de résultat parce qu'il n'y a personne qui veut de l'offre qui est proposée. Ensuite, est-ce qu'elle est différenciée par rapport à la concurrence? Il ne faut pas se leurrer. Quelqu'un qui fait une recherche sur Google, il y a de fortes chances qu'il ouvre 4 ou 5 onglets. Si tout le monde dit la même chose, le seul point de différenciation, ça va être le prix. Donc, idéalement, vous devez essayer de vous différencier des concurrents, que ce soit sur l'angle d'attaque ou que ce soit sur le problème que vous adressez ou sur les bénéfices que vous mettez en avant. Il faut absolument que vous ayez une forme de différenciation parce que sinon, il n'y aura que le prix qui comptera. Est-ce qu'il y a une garantie qui enlève une bonne partie du risque pour les clients? Souvent, on ne se rend pas compte, on pense que notre offre elle est extraordinaire, mais finalement, les clients ils ne nous font pas confiance, ils ne nous connaissent pas et ils peuvent, eux, percevoir des risques. Donc, un bon moyen de limiter le risque, c'est de proposer une garantie qui soit solide. Vous seriez étonné de la différence de performance de campagne Google Ads entre une offre avec une bonne garantie et la même offre sans garantie. Donc, voyez, encore une fois, voyez un petit peu plus large et commencez déjà par vous questionner aussi au niveau de l'offre. Et puis, dernier point, est-ce qu'elle est suffisamment nichée? Quand on est tout pour tout le monde, on n'est rien pour personne. Donc, ça vaut parfois la peine de rentrer un tout petit peu dans les sous-segments du marché et de voir si plutôt que d'être, je dis n'importe quoi, mais un vendeur de chaussures généraliste, est-ce que vous n'auriez pas intérêt à devenir un vendeur de chaussures spécialisé pour les randonneurs ou pour les montagnards? C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pour que vous compreniez le principe. Est-ce que votre offre est suffisamment segmentée et est-ce que vous adressez suffisamment bien un segment de clientèle suffisamment spécifique? Ensuite,
coupler Google Ads à un CRM et optimiser pour les meilleurs signaux. En fait, notamment en génération de prospects, on va se retrouver souvent, donc on va faire le suivi des conversions, on va avoir une landing page sur laquelle on va avoir une offre et puis les gens doivent nous contacter pour rentrer en contact avec nous et puis qu'on puisse essayer de conclure une vente. Et en fait, les conversions que vous allez remonter par votre Google Ads, ça va souvent être des envois de formulaires. Si maintenant, dans les faits, on regarde, alors ça dépend des secteurs d'activité des entreprises évidemment, mais on va dire que si sur 10 prospects, il y en a 2 qui deviennent clients, ce n'est pas si mal. Et finalement, ça veut dire que vous optimisez vos campagnes pour 8 prospects qui sont des mauvais prospects, ou en tout cas qui ne donnent rien. Donc en fait, en faisant ça, vous êtes forcément limité. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec les connexions API, avec les systèmes qui sont de plus en plus ouverts, ça devient peut-être pas un jeu d'enfant, mais presque de connecter un CRM à Google Ads. Et grâce à ça, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que simplement dire j'optimise mes campagnes pour les gens qui remplissent des formulaires. Vous allez pouvoir séparer le bon grain du mauvais grain, entre guillemets, sans être péjoratif. Et par conséquent, vous allez commencer à pouvoir optimiser vos campagnes uniquement pour le bon grain. Et à contrario, vous allez pouvoir éteindre et diminuer les budgets sur les campagnes qui génèrent des mauvais prospects. Vous voyez, dans l'exemple que je mets ici dans la slide, on voit bien comment, à partir du moment où je commence à savoir quels sont des prospects qui ont été contactés par des sales et qui ont été validés comme étant des prospects sérieux, des vrais bons prospects, et bien, on va pouvoir augmenter ce nombre de bons prospects, diminuer le coût pour ces bons prospects, le coût par prospect. Et finalement, avant ça, dans ce compte, on optimisait pour des conversions qui étaient finalement juste des téléchargements de brochures sans qu'on sache si c'était du bon grain ou du mauvais grain. Et du jour où on a mis en place cette liaison CRM et qu'on a commencé à avoir les bons signaux devant les yeux, ça a été une révélation et le compte a pris un virage, il n'y a pas d'autre mot, on a pris un virage et on a vraiment augmenté fortement les résultats pour ce client. Le nerf de la guerre, c'est juste d'avoir les bons signaux sous les yeux et le bon signal, il tient simplement au fait de connecter avec un CRM. Là, dans ton exemple, apparemment, le CRM, j'imagine que c'est Salesforce. Oui. Est-ce que, selon toi, c'est aussi facile à le connecter avec, je sais pas moi, un CRM comme Zoho ou d'autres CRM comme ça qui sont plus ou moins open source? Alors, Zoho, j'ai des clients pour lesquels on connecte Zoho et c'est relativement facile aussi. C'est pareil, il y a une connexion native avec l'API. Donc, c'est Zoho, Salesforce. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme autre CRM? Après, même si le CRM n'a pas de connexion API et n'est pas un grand CRM mainstream, il y a toujours moyen de faire de la connexion comme ça. Après, c'est juste que c'est un petit peu plus indirect. On devra parfois passer par l'intermédiaire de Google Sheet et de Zapier, mais dans le fond, ça reste paramétrable. Ce n'est pas si compliqué que ça. Et la valeur qu'on va retirer de ça, par contre, elle est gigantesque. Ok. Je précise pour tous nos invités et spectateurs, invités, que Zapier, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est une plateforme géniale qui offre, je crois, chez 1200 ou 1400 connecteurs qui permettent de connecter et de lier une interface comme Ads à autre chose sans savoir coder. On va simplement choisir la source, on choisit l'origine, on choisit là où on veut l'enlever. Bon, ça coûte effectivement quelques dizaines de dollars par mois, mais ça reste hyper abordable et c'est d'une simplicité à utiliser extraordinaire. Ouais, complètement. Ensuite, ayez une approche, ce que j'appelle full funnel et pas seulement bas de funnel. Donc, juste vraiment rapidement, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde connaît plus ou moins, la théorie du cycle d'achat. Donc, au-dessus, on a les gens qui ont conscience de leurs problèmes, mais qui n'ont pas encore conscience des solutions. Donc, eux, ils recherchent leurs problèmes globalement pour mieux comprendre. Ils n'ont même pas forcément conscience qu'il y a des solutions. Après, au milieu du tunnel, ils ont conscience de leurs problèmes et ils ont conscience aussi qu'il y a des solutions, mais ils ne sont pas encore décidés. Et puis, ce qu'on appelle le bas du tunnel, c'est quand ils ont conscience du problème, des solutions et qui sont prêts à passer à l'action. Et en fait, en fonction de ça, vous devrez changer votre approche.
C'est-à-dire que pour ceux qui sont en haut du tunnel, il faudrait commencer par créer une page qui parle du problème en premier. Et puis, vous allez cibler évidemment des mots-clés qui sont liés au problème. Et là, vous mettrez un call to action qui va être un petit peu plus soft. En général, quand on va cibler des gens comme ça en haut du tunnel, une approche contenue, c'est quelque chose qui marche très bien, du genre un livre blanc ou un webinar ou peu importe. Mais une approche contenue plutôt qu'un call to action trop engageant, du genre contacte-nous ou achète maintenant. Évidemment, ils ne sont pas mûrs pour ça. Ensuite, quand vous êtes au milieu du tunnel, donc là, il faudrait vraiment pousser les bénéfices de la solution. C'est le moment en fait où les personnes se donnent, ils se font un benchmark des solutions possibles. Donc, vous devez briller à ce moment-là, pousser absolument vos bénéfices, montrer pourquoi vous êtes la meilleure réponse au problème. Donc, vous pourrez inclure également une petite notion de comparaison avec certains concurrents les plus frontaux. Et puis là, vous allez vous positionner sur des mots-clés de type solution, catégorie. Là, les gens recherchent directement une typologie de solution. Par exemple, si on parlait de CRM il y a 5 minutes, c'est le moment où les gens vont chercher logiciel CRM, par exemple. Et puis, quand ils sont tout en bas, là, eux, ils sont décidés. Donc là, ils vont chercher des mots-clés tels que le nom du produit ou la référence. Par exemple, on en parlait, je vais chercher Salesforce ou je vais chercher Zoho, mais là, je ne chercherai plus vraiment logiciel CRM. Et puis, ils vont également… Donc, vous pourrez cibler des mots-clés de type concurrent parce que tous les gens qui sont décidés à acheter votre concurrent, vous pourrez aller vous positionner dessus puis voir si éventuellement c'est rentable d'aller se positionner sur les concurrents. Vous irez sur votre marque et puis vous irez sur des noms de produits ou des références, comme on vient de le dire. Et là, par contre, puisqu'ils sont chauds et qu'ils sont mûrs, il faut aller droit au but. Et en fait, aller droit au but, c'est avoir une page qui soit orientée action. Tout de suite, il faut que les gens puissent mener l'action. Et après, un rappel des bénéfices en dessous de l'action, ça ne fait pas de mal, ça ne fait jamais de mal. Bénéfices, crédibilité, social proof. Donc, souvent, ce que je vois, en fait, c'est que la plupart des gens dans Google Ads, ils viennent avec une page, ils vont mettre des mots-clés qui vont être un mélange de au-dessus du tunnel, milieu du tunnel, bas de tunnel, puis ils traitent tout le monde plus ou moins de la même façon. Et puis, ils vont éteindre les campagnes qui ne vont pas être rentables au fur et à mesure en se disant, bon, ça, ce n'est pas rentable. Mais en fait, c'est juste que vous devez segmenter. En fait, vous ne devez pas avoir une approche moyenne. Il y a des gens qui sont en train de rechercher leurs problèmes. Il faut leur parler de leurs problèmes et il faut les aider à mieux comprendre leurs problèmes en leur donnant du contenu. Il y a des gens au milieu. Eux, ils cherchent encore à comprendre les différentes solutions. Qu'est-ce qui est le meilleur pour eux? Donc, il faut les aider dans ce sens-là. Et la page ne doit pas être la même. Et quand ils sont tout en bas, c'est pareil, il faut aller droit au but. Eux, ils veulent acheter maintenant, ils ne veulent pas perdre de temps. Donc, vous devez avoir une approche qui est différenciée. Plutôt que d'avoir une approche moyenne, vous avez une approche qui est segmentée. Et ça fait une différence qui est gigantesque. Intéressant. Ensuite, ayez toujours une campagne de découverte parce que vous n'êtes jamais certain d'avoir trouvé tous les mots-clés pertinents et rentables de votre industrie. Alors, une campagne de découverte, c'est quoi? Ça peut être quelques mots-clés en large pour continuer à découvrir de nouvelles opportunités. Il y a quelques années, Google disait que c'est 15% de nouvelles manières de chercher chaque jour. Alors ça, c'est une phrase qui a été un peu mal comprise et sortie du contexte. Il n'y a pas 15% de nouvelles recherches qui n'ont jamais existé avant tous les jours. Mais malgré tout, des nouvelles manières de chercher, il y en a régulièrement. Et en fait, si vous n'avez pas un espèce de petit laboratoire de recherche pour vous assurer d'essayer d'aller capter ces nouvelles recherches et de trouver quelques pépites là-dedans que vous pourriez ensuite amplifier et mettre ça dans une campagne qui va être ce que j'appelle des campagnes managées, où là, vraiment, le mot-clé, il est là et vous avez une annonce spécifique, éventuellement une page spécifique et vous voulez prendre tout ce que vous pouvez prendre tant que c'est rentable. Donc, c'est d'un côté la campagne managée, d'un côté la campagne découverte. Donc, vous devez toujours avoir un petit laboratoire pour essayer de découvrir des nouvelles opportunités. Et puis, je dirais que les campagnes DSA, ce qu'on appelle le Dynamic Search Ads, en fait, vous ne donnez pas de mots-clés et c'est simplement Google qui va faire matcher les recherches avec les pages qu'il connaît de votre site. C'est l'équivalent, quelque part, que d'avoir des mots-clés en large. Ça, c'est pareil. Ça vous permet de pouvoir sans cesse comprendre les nouvelles façons de chercher, les nouvelles requêtes dans l'industrie et de pouvoir détecter des pépites et de pouvoir aller vous mettre dessus de manière beaucoup plus stratégique, beaucoup plus forte.
Dernier Donc, en point. fait, si Oui, je te pardon. suis, Bruno, en deux, quand tu parles en fait du ciblage, de la segmentation de tes mots, j'ai l'impression que tu pars beaucoup plus sur des requêtes en mode exact, en mode phrase ou en mode large plus que du large avec beaucoup de mots négatifs. Oui, c'est ça exactement. Après, encore une fois, c'est une des manières de faire. Il y a plein de manières différentes. Google aurait plutôt tendance à dire non, non, vous mettez tout en large et vous inquiétez pas, le smart bidding optimise pour vous. Moi, j'ai une approche qui est assez conservatrice et assez traditionnelle, où je vais segmenter énormément. Pour moi, ce qui compte, c'est le contrôle. À partir du moment où tu as une intention de recherche bien spécifique, tu vas mettre une annonce bien spécifique qui répond exactement à ça. Et puis tu vas mettre une page de destination qui est tout aussi spécifique et qui répond exactement à ça et qui même dans le premier écran reprend le texte exact que tu as eu dans l'annonce. Donc là, tu maximises les scores de qualité, tu maximises la pertinence. Et la pertinence, ça a toujours été ce qui déclenche les conversions. Plus on est pertinent et plus on vend et plus il y a de conversions. Donc en fait, moi, je veux le contrôle pour m'assurer d'avoir une pertinence incroyable du moment où la personne recherche jusqu'à ce qu'elle arrive sur la page. Ok, parfait. Dernier point sur les choses à faire. Focalisez-vous d'abord sur l'impact. Donc là, on est vraiment dans du mindset, j'ai envie de dire. Commencez toujours par amplifier ce qui marche avant de vous arrêter sur ce qui ne marche pas. C'est vraiment une manière d'avoir le plus d'impact. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais essayer de rendre, comment dire, ça veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de faire marcher ce qui ne marche pas, mais ça veut dire que si vous êtes en temps limité, commencez déjà par ce qui marche et à amplifier ce truc-là, plutôt que de passer du temps à essayer de comprendre pourquoi un autre truc ne marche pas et d'essayer de le faire marcher. Concentrez-vous aussi en priorité sur les campagnes qui dépensent le plus. N'ayez pas une approche moyenne au niveau de vos comptes. Quand vous rentrez dans vos comptes, vous devez avoir une obsession pour l'impact. Et entre une campagne qui dépense peut-être 2% du budget de tout le compte et une autre campagne qui en dépense 80%, je vous garantis que si vous commencez par la grosse campagne qui dépense le plus, si vous améliorez celle-là, vous aurez 15 fois plus d'impact qu'en essayant d'aller améliorer des campagnes qui sont marginales. Donc, vraiment, ayez une approche centrée sur l'impact. Regardez ce qui dépense le plus avant de vous jeter tête baissée dans un compte. Regardez les différentes campagnes, laquelle dépense le plus. Commencez par optimiser celle-là. Et si vous devez choisir en temps limité, commencez d'abord par essayer de faire plus de ce qui marche plutôt que d'essayer d'aller faire marcher des trucs qui ne marchent pas. On arrive au piège à éviter. Donc, les enchères smart. Dieu sait s'il y en a. Oui, c'est clair. Les enchères smart, pardon, donc de plus en plus adoptées chez les annonceurs. Donc Google enchérit de plus en plus contre Google et les CPC grimpent. Celui qui garde le contrôle manuel a de plus en plus un avantage. Il paye ses clics au juste prix et il prend tous les clics. C'est ce que j'expliquais dans la première question. Donc, faites attention à ça. Je ne dis pas que c'est mauvais tout le temps et je dis qu'il faut tester. Mais ne tombez pas dans le piège où on vous dit que c'est mieux par défaut et que c'est forcément mieux. N'avalez pas ça parce que ce n'est pas vrai. Vous devez tester et ce n'est pas vrai dans tous les cas, même si parfois, c'est vrai, le smart bidding fait mieux que les enchères manuelles, ça arrive, c'est vrai. Mais n'avalez pas ce qu'on vous donne tel quel, testez pour vous-même parce que ça fait une grosse différence. Quand leurs enchères smart, ça ne marche pas, je peux vous garantir qu'en manuel, on fait vraiment beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup. Voilà. J'ai même vu, Bruno, il y a quoi, 3 semaines de ça, alors, le top du top, les fameuses Smart Campaign, où Ouais. tout est automatisé. Mhm. Donc le client, lui, sait pas trop comment ça marche, il suit ce que Google lui demande de faire, il met sa carte de crédit Mhm. et il m'appelle en me disant, Laurent, j'ai un doute, je suis à 15 $ le clic. On est au Québec, c'est un Ouais. marché de 8 millions d'habitants, en pleine crise de la pandémie du Covid. J'ai dit, ah bon, je vois la campagne, je la reprends. Le lendemain, on était à 27 sous. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Après, Là, là, c'est pas tout le temps le cas, non. mais moi, c'est pareil. Parfois, on fait un peu de publicité Google sur quelques mots-clés par rapport aux gens qui pourraient chercher des spécialistes Google Ads, etc. Mhm. On paye les clics en moyenne à peu près 12 francs suisses, ce qui fait à peu près 12 $, parce que Ah ouais, dans quand cette même. industrie-là, ouais, ça coûte assez cher.
Ouais. On fait un test d'enchère intelligente et puis là, il commence à nous faire payer les clics à 100 francs suisses. 100 francs suisses. Non, mais franchement, enfin, c'est juste pas possible des choses pareilles. Donc, voilà, faites attention. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps. Vous devez tester. Ne prenez pas ce que moi je dis comme argent comptant et ne prenez pas ce que Google dit comme argent comptant. Testez, mais soyez, s'il vous plaît, extrêmement vigilants parce que vous avez vite fait de vous faire plumer pour rien. Voilà. Ensuite, les recommandations. Donc pour moi, c'est un des pièges à éviter absolument. Ne suivez pas aveuglément. J'ai de plus en plus de clients ou de contacts qui me disent Google me recommande de faire ce truc-là pour arriver à 100%. Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ils sont dans une course au 100%. Ils prennent ça comme un jeu. Et Google ont été très forts pour présenter ça comme un jeu. Ne suivez pas aveuglément, jugez pour vous-même de l'impact potentiel d'une recommandation. Pourquoi je dis ça? Ben, c'est le point que je vous donnais en cinquième juste avant. Vous devez penser impact. Vous devez être obsédé par avoir de l'impact quand vous allez mettre les mains dans un compte Google, que ce soit pour votre entreprise ou que vous soyez quelqu'un qui gère des campagnes Google, c'est égal. Vous devez avoir une obsession pour l'impact. Et est-ce que ajouter des annonces responsives, ça va doubler les conversions? Je doute fortement. Est-ce que ajouter des descriptions à vos liens annexes, ça va doubler les conversions? Je doute fortement aussi. Je ne dis pas que ça, c'est pas pertinent. Ça peut l'être dans un certain cas, effectivement. Mais si vous comptez sur des trucs comme ça pour avoir de l'impact sur vos campagnes, vous pouvez vous mettre le doigt dans l'œil. Vous n'allez pas avoir un impact gigantesque avec ces trucs-là. Donc attention aux recommandations. Pensez par vous-même plutôt que de compter sur Google et de son système de recommandations pour vous dire ce que vous devez faire. Mauvais suivi des conversions ou incomplet. Donc les conversions que vous suivez, c'est-à-dire les interactions clés sur un site internet, c'est la boussole de vos efforts d'optimisation. C'est ce qui va vous donner le nord. Tout ce que vous allez faire comme optimisation dans votre compte, ce sera en vue d'améliorer les conversions ou le taux de conversion ou le coût par conversion. Mais si les conversions sont fausses à la base, vous partez dans la mauvaise direction et vous optimisez dans la mauvaise direction. On a souvent tendance à minimiser l'importance du suivi des conversions, alors que c'est au contraire capital. Donc, traquer tout ce qui est indispensable. Un exemple vraiment classique, c'est un truc que je vois tout le temps. Quand on fait de la génération de prospects et qu'on a envie que les gens nous appellent au téléphone, mettez un call tracking pour comprendre le nombre de gens qui vous appellent une fois qu'ils sont arrivés sur le site web. Google a une technologie gratuite qu'il est possible d'utiliser quand on fait des publicités Google Ads. Et globalement, ça nous permet de savoir combien d'appels ont été passés suite à un clic publicitaire pour les gens qui sont arrivés sur le site. Pour vous la faire courte, votre numéro de téléphone qui est sur votre site est modifié. C'est un numéro qui sera extrêmement proche. Et quand les gens appellent ce faux numéro, ça fait un ping qui compte une conversion et ils sont redirigés sur votre vrai numéro, évidemment. Mais ça j'ai un client, si on enlevait le call tracking, on perdrait immédiatement 50% des conversions du compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça a un impact gigantesque pour pouvoir faire l'optimisation. Donc, attention de traquer tout ce qui est indispensable et à contrario, est-ce que vous traquez des interactions inutiles? Est-ce que, par exemple, si vous faites de la génération de prospects, vous allez mettre l'inscription à la newsletter comme une conversion? Ne rigolez pas, il y a énormément de gens qui font ça. Si vous faites du e-commerce, est-ce que vous ajoutez l'ajout au panier? Alors, il fut un temps, avant fin 2018, les algorithmes étaient moins performants qu'aujourd'hui. Enfin, performants. Ils étaient moins précis. Et il y avait ce qu'on appelait, on mettait des micro-conversions, c'est-à-dire des interactions intermédiaires telles que l'ajout au panier, par exemple, pour du e-commerce. Et en fait, en donnant ces signaux supplémentaires, ça permettait aux algos de mieux apprendre et on arrivait à avoir une performance supérieure. Aujourd'hui, ça a changé. Si vous ajoutez des ajouts au panier pour un compte e-commerce, vous allez vous retrouver avec de plus en plus de paniers abandonnés et de moins en moins de ventes. Donc, faites attention, mettez tout ce qui est indispensable et supprimez tout ce qui est inutile. C'est et l'un et l'autre.
avant-dernier point, importer les objectifs depuis Analytics. Alors, je mets ça dans un piège. Pourquoi? C'est mieux que rien, évidemment, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de système réel d'attribution sur les conversions qui sont importées depuis Google Analytics. Donc, en fait, les conversions sont comptabilisées à ce qu'on appelle le last click. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, je vous la fais simple et rapide, mais aujourd'hui, on est toujours dans des parcours multivisites. C'est extrêmement rare que vous allez sur un site et que vous achetiez immédiatement. En général, vous allez y aller une fois, puis une deuxième, puis une troisième. Puis si vous devez acheter, vous allez acheter peut-être au bout de la quatrième ou cinquième visite. Quand on est en attribution last click, eh bien, c'est soit vous achetez dans la visite ou sur laquelle vous avez cliqué sur la pub et à ce moment-là, il y a une conversion. Alors que quand vous êtes en attribution multitouche, c'est beaucoup plus réaliste. Il va regarder l'ensemble des visites qu'il y a eu et il va vous donner du crédit, même si ce n'est pas au cours de la visite Google Ads que ça a converti. Donc, d'un point de vue optimisation, vous devriez tous passer sur des modèles d'attribution qu'on appelle multitouches et vous devez vous méfier des modèles d'attribution last click. Et si vous avez vos conversions depuis Google Analytics, vous êtes sur un modèle last click, même si Google ne vous le dit pas. Il vous donne l'illusion que vous pouvez paramétrer ça, mais c'est faux. Donc attention, et surtout le point aussi qui est extrêmement important, c'est que si vous faites du display ou de la vidéo, si vous êtes sur des conversions Analytics, vous en loupez, je dirais, 70 à 80%. Parce qu'en fait, la majorité des conversions qui viennent du display et de la vidéo, généralement, elles viennent ce qu'on appelle après affichage, c'est-à-dire que les gens ne cliquent pas dessus, mais ça vient après affichage. Et en fait, ça, l'analytics, il est complètement aveugle par rapport à ça. Donc, en fait, tant que vous faites du search, ça peut passer. Mais à partir du moment où vous allez essayer d'étendre un compte avec du display ou de la vidéo, vous verrez zéro conversion, vous vous direz que ça ne marche pas, alors que ça marche. Donc, attention aux objectifs importés dans AdWords depuis l'analytics. Donc, ce que tu recommandes, Bruno, ça serait plutôt de créer des conversions avec Google Ads et de ne pas importer, j'imagine, celle de Analytics ou de faire les deux. Absolument. Favoriser les conversions Google Ads. Après, vous pouvez tout à fait importer les conversions Analytics, mais ne pas les ajouter dans la colonne conversion. Et puis, ça peut vous permettre de faire un benchmark, en fait, quand vous allez regarder vos conversions. Ça vous permet de voir la différence entre ce que vous direz Analytics et ce que vous direz Google Ads. Ok, ouais, intéressant. Et puis, dernier point, attention à la fraude en display. Donc, le display, ça peut donner des résultats parfois meilleurs que le search. Vraiment, j'ai quelques succès incroyables en display. Vraiment, c'est assez impressionnant. Où on va avoir des coûts par acquisition qui vont être meilleurs que ce qu'on peut avoir en search. C'est assez incroyable. Et des volumes de conversion plus importants. J'ai par exemple pour un client dans l'immobilier, une campagne display qui, à elle toute seule, génère plus de prospects vendeurs immobiliers et à un meilleur coût que toutes mes campagnes de search. Donc, c'est pour dire à quel point ça peut être puissant. Mais par contre, le problème du display, c'est qu'il y a énormément de fraude. Alors, du coup, vous devez éviter la fraude. Et la fraude, c'est quoi? C'est généralement des bots ou ce que j'appelle des Indiens, entre guillemets, des petites mains dans des pays à bas coût qui vont venir faire des fausses conversions sur les sites. Par exemple, vous traquez le clic sur le bouton « Envoyer du formulaire ». Eux, ils viennent sur le site, ils voient que c'est ça et ils font des clics, ils font des fausses conversions. Donc, en fait, vous voyez des conversions dans votre compte Google, mais vous voyez que vous n'avez que des formulaires qui sont vides ou remplis avec des fausses adresses email, des faux numéros de téléphone. Et ça, voilà, c'est la fraude. Le problème, c'est qu'avec les algorithmes et les enchères intelligentes de Google, le site qui génère le plus de conversions, eh ben, la pub, elle va s'afficher souvent là-bas. Et ils ont bien compris. Et du coup, ils font tout pour faire des fausses conversions sur les sites, pour avoir de plus en plus d'impressions sur leur site et gagner de l'argent avec le système AdSense. Parce qu'en fait, nous, on fait de la publicité display, mais la publicité display, elle est affichée sur des sites qui n'appartiennent pas à Google, qui sont des sites tiers sur lesquels ils mettent à disposition des espaces publicitaires. Et le site qui met à disposition des espaces publicitaires, il gagne de l'argent. Google le rémunère pour avoir mis des pubs sur son site. Et du coup, c'est tout le système qui est gangréné. Alors, comment on peut faire pour éviter ça? Eh bien, ce que je vous conseille, c'est dans vos paramètres de campagne display, vous allez sélectionner des actions de conversion spécifiques
et non pas optimiser pour toutes les conversions. Et là, vous devez vous assurer d'optimiser pour des conversions qu'on peut pas, voire peu frauder. Par exemple, une transaction e-commerce avec un paiement par carte bancaire, ça, il n'y a personne qui vient frauder ça. Par exemple, si vous faites de la génération de prospects, si pour remplir le formulaire, derrière, il y a un double opt-in, qui soit par téléphone ou qui soit par email, et que la conversion, elle est déclenchée uniquement quand la personne elle a fait ce double opt-in, c'est pareil, il n'y a pas moyen de frauder. Donc, le display, c'est une arme incroyable. Elle est effroyable d'efficacité quand elle fonctionne bien, mais pour qu'elle fonctionne bien, vous devez absolument éviter la fraude. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Bon, écoute, merci beaucoup Bruno pour ce survol, on va dire, parce que on s'entend toi et moi que Google Ads, on pourrait en parler pendant des jours et des jours, hein, parce que ça change en plus pratiquement toutes les semaines. C'est Donc sûr. maintenant, c'est la période de questions. Donc si vous avez des questions, ma foi, allez-y. Et Bruno va se faire un plaisir de pouvoir y répondre. Moi, j'en avais une quand on parle effectivement plutôt de conversion générée par Google Ads. Est-ce que tu vas dire, OK, est-ce que je peux créer par exemple une conversion avec un ID unique et je peux créer plusieurs déclencheurs dans Tag Manager? Ou tu es plutôt du genre à dire, en fait, non, j'ai une conversion, c'est click to call, j'en fais une qui s'appelait click to call, elle se déclenche click to call, et j'en ai une autre qui est j'ai acheté au panier, auquel cas j'en crée une seconde qui est acheté au panier, qui se déclenche juste pour acheter au panier. Alors, j'ai tendance à faire une conversion par action. Et en fait, je t'explique pourquoi. Ce n'est pas Mhm. anodin. À une époque, il prenait tous les signaux de manière agrégée, mais en fait, aujourd'hui, du fait qu'on peut optimiser pour une conversion bien spécifique, ce que je pense, c'est que derrière, ils ont un dataset par conversion. Et en fait, quand tu vas paramétrer une conversion bien spécifique pour optimiser une campagne, il va prendre les signaux uniquement de celle-là. Et du coup, si tu fais une conversion qui correspond à plusieurs interactions, tu brouilles les pistes. Et du coup, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir plusieurs conversions. Une interaction égale une conversion. Même si tu en as 5 sur ton site, c'est mieux d'en créer 5 conversions différentes que de tout mettre ces 5 interactions dans une seule et même conversion. OK, excellent. Est-ce qu'il y a des questions? J'espère qu'on ne les a pas perdus. Écoute, il y a toujours autant de monde qui est là, donc je pense que tout le monde a bien notre... Ah oui, j'en ai une peut-être là. Je voulais savoir si la situation actuelle avec le Covid-19 à l'échelle mondiale a eu ou aura un impact dans la gestion des campagnes ads. Alors, c'est une bonne question. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire non. Ça n'a pas vraiment d'impact sur la manière dont on le fait, mais évidemment, oui, ça a un impact dans le sens où il y a des nouvelles restrictions qui sont arrivées. Si aujourd'hui vous essayez de vendre des masques ou de vendre du gel hydroalcoolique ou de vendre quoi que ce soit qui soit en lien avec le coronavirus, généralement vos annonces sont refusées la plupart du temps. Euh, Après, c'est pareil, ça a un impact sur l'économie. Il y a plein d'entreprises qui ont stoppé, freiné. Donc, évidemment, ça a un impact là-dessus. Et à contrario, quand ça va vraiment réouvrir et repartir, si tant est que ce soit le cas, et là, tout le monde va se précipiter et se dire je veux être visible, je veux rattraper les 3 mois d'activité que j'ai perdu. Donc, ça va avoir un impact évidemment sur la concurrence, sur le niveau des enchères. Donc, voilà, entre guillemets, ce que je pourrais répondre à ça. Ça n'a pas d'impact sur l'interface et ce qu'on fait dedans, mais par contre, ça va avoir un impact stratégique. Euh, il risque d'y avoir une énorme concurrence d'un seul coup, alors qu'à contrario, là, pendant les 3 derniers mois, il y avait beaucoup moins de concurrence. Les clics étaient plutôt moins chers dans l'ensemble. Donc, attention à la reprise et attention, encore une fois, au smart bidding et aux enchères intelligentes dans un contexte de concurrence plus fort que d'habitude. Ça se pourrait que les clics montent extrêmement vite et extrêmement fort. Moi j'ai effectivement constaté une baisse du CPC assez marquée, même Mm. si en même temps, j'ai à peu près 80% des gens que j'aide dans cette démarche qui ont coupé parce que alors, est-ce que c'était la bonne stratégie? J'ai lu, tu me diras peut-être si on est dedans ou dans le champ, mais que ils allaient peut-être mieux baisser les budgets et laisser tourner doucement plutôt que de couper abruptement et de repartir après. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Euh, Honnêtement, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord.
Dans quel sens tu veux dire? Dans le sens business ou dans le sens Google Ads au niveau de l'historique? Est-ce que quand je vais reprendre les Ouais, campagnes, ouais, c'était plus plutôt ça? par rapport à l'historique Google Ads, effectivement. Ouais, alors bon, c'est vrai que c'est une question qu'on pose régulièrement. Il y a pas mal de légendes urbaines, entre guillemets, sur la performance historique du compte, etc. Les CTR, est-ce qu'on doit restructurer? Mais si la campagne, elle était ancienne, est-ce qu'on aura des aussi bonnes performances dans une nouvelle campagne? Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai non plus. Ce que je sais, c'est que quand on a une intention de recherche avec une bonne annonce qui y répond totalement et une page de destination qui répond à ça, l'historique du compte, honnêtement, on s'en fout complètement. Voilà. Ok. Une question de Nabila. Elle nous dit Google Ads et Shopify. Mhm. J'imagine que c'est Nabila, j'imagine que c'est quoi? C'est savoir comment on peut relier Ads à Shopify? Bon, après, enfin, ouais. Shopify, c'est C'est une ça, exactement. plateforme. C'est ça. Elle veut En fait, relier. vas-y Bruno. Non, non, mais du coup, elle veut relier Shopify à Google Ads. Oui. Hmm. J'ai pas trop d'expérience là-dedans, honnêtement. Alors après, bien sûr, chez nous, côté européen, on a évidemment du e-commerce. Après, Shopify, il est moins dominateur que ce qui va être de votre côté à vous. Nous, ici, on a des solutions comme PrestaShop qui marchent très bien aussi, Magento. Mais je sais que Shopify, il bouffe le marché complètement de votre côté. Mhm. Après, en fait, enfin, j'ai juste envie de répondre que c'est du e-commerce classique. Et après, je sais que Shopify simplifie, notamment, il y a des modules, etc., pour générer des flux et les envoyer directement par API chez Merchant Center. Après, ma foi, votre site, il soit Shopify ou PrestaShop ou peu importe, on est juste dans du e-commerce. Donc après, si la question, c'est vraiment spécifiquement comment on connecte les deux, je ne sais pas parce que j'ai peu de clients en e-commerce et j'en ai pas sur Shopify. Maintenant, il y a des pages de support qui sont très bien faites à la fois chez Google et chez Shopify, parce que ça m'est déjà arrivé de par le passé de faire des trackings pour des sites Shopify. La réponse se trouve en ligne sans trop de problèmes. Bon, merci Bruno. Nabila, non, merci pour la réponse. Merci Nabila. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, a priori, Alors attends, de plus en plus, on utilise la commande vocale sur mobile pour faire des recherches. Est-ce que cela a un impact? Donc c'est une question de Marine, a priori. Alors c'est une bonne question. Aujourd'hui, ça a un impact notamment en référencement naturel. C'est beaucoup des requêtes de type informationnel, un petit peu moins pour nous sur Google Ads. Maintenant, euh, ça va forcément avoir un impact à terme. Si Google n'a pas encore inventé la publicité pour les recherches vocales, entre guillemets, euh, c'est que pour l'instant, ça reste dérisoire, juste pour notre partie, nous, hein, Google Ads. Mais évidemment, ça va monter avec le temps. Euh, Moi, je m'attends à avoir un système de recommandation sponsorisé, du genre, on pose la question à Google, OK Google, trouve-moi ça, ou on lui pose notre question, et lui, en fait, nous répondrait de manière sponsorisée en fonction de certains flux d'informations, produits, de données éventuellement. À mon avis, on se dirige droit vers ça. J'avais lu des patents, des brevets Google qui allaient dans cette direction, mais c'est trop tôt pour en parler. Puis tout ça, c'est que de la spéculation. J'ai évidemment aucune information précise et spécifique sur ça. on avait une autre question un peu dans le même style qui est comment exploiter au mieux les recherches vocales à l'aide de Google Ads? Mhm. Alors là, j'ai une réponse parfaite. Le meilleur moyen de répondre aux recherches vocales, c'est d'utiliser des campagnes de découverte, comme je disais, soit des mots-clés ciblés en large, soit des campagnes, ce qu'on appelle les DSA, Dynamic Search Ads, qui vont aller de manière assez large prendre toutes les recherches, toutes les requêtes qui peuvent être pertinentes en fonction de votre site web. Après, encore une fois, j'insiste parce que vraiment, c'est la réalité. La majorité des recherches qui sont faites vocalement, c'est plutôt des recherches d'information. Et donc, c'est plutôt du SEO que pour nous sur de l'ADS. Ok. Une question intéressante, quel est l'impact et le lien de Google Shopping qui devient gratuit pour les commerçants? Hmm.
Euh, Ouais, c'est vrai que c'est une super question. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà, Google Shopping, donc vous allez sur une page de résultats Google, vous faites une recherche liée à un produit, et là, sur cette page de résultats Google, vous avez un emplacement shopping. Tout cela, il reste payant, toujours. Il n'y a rien qu'à changer. Maintenant, effectivement, si vous vous rendez sur l'onglet shopping, alors à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir de la visibilité gratuite. Donc, si vous vous rendez sur l'onglet shopping, là encore, vous aurez des publicités payantes au-dessus. Donc, en fait, vous allez avoir de la visibilité gratuite si l'utilisateur scrolle. Déjà, une stat qui est intéressante, c'est que les gens qui font une recherche produit et qui vont sur l'onglet Google Shopping, ça représente 20%. Donc, on en loupe déjà 80%. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont sur cette page, donc il faudra qu'ils scrollent. Donc en fait, la visibilité gratuite qui est offerte, je ne veux pas cracher dans la soupe et je ne veux pas être celui qui est jamais content, pas du tout. C'est bien, honnêtement, c'est bien, c'est un beau geste. Mais la vérité, la visibilité effective qu'on va gagner si on ne fait pas du shopping payant, elle est finalement assez mince. Et en vérité, je pense que derrière tout ça, ce que Google veut, c'est créer un maximum de comptes Google Merchant pour pénétrer le marché à fond. Il est dans sa guéguerre avec Amazon. Parce que si vous voulez diffuser gratuitement des produits dans l'onglet shopping, vous devez créer un compte Merchant Center, donner un flux de produits, et donc vous donnez vos données à Google et vous leur signalez que vous existez et vous leur donnez vos produits. Donc, d'un côté, ils donnent, et ils donnent, c'est quand même assez restreint. Encore une fois, seuls 20% des gens vont sur l'onglet shopping et il faudra qu'ils scrollent pour voir des pubs gratuites. Donc, ils donnent, c'est mieux que rien. On ne va pas non plus dire le contraire. Mais en même temps, c'est aussi une stratégie pour eux, à mon avis, pour pouvoir créer un maximum de comptes et pouvoir ensuite derrière en faire quelque chose. Ouais, c'est un peu comme l'annonce, qui est sortie, je crois, avant-hier, où Google va offrir 350 millions de dollars aux PME en crédit publicitaire Google. Ouais, Bon, voilà, ouais. 350 millions, oui, ça paraît une somme, mais attends, c'est pour le monde entier. Au nombre de campagnes qui sont là et de clients PME, ça va pas faire beaucoup de sous dans le compte en tant que tel. Mais Oui, et bon, puis ça va faire utiliser le produit, ça va faire créer des comptes, voilà. ça va faire, enfin, voilà. Après, On a une question de John, d'ailleurs, qu'on pourrait, je pense, aussi adapter à la Suisse. Quelle est la meilleure pratique en termes de ciblage de langue? Alors, il parle du Québec, mais la Suisse est dans le même contexte, puisqu'il y a même 3 langues officielles en Suisse, si mes souvenirs sont bons. ouais. Doit-on faire des campagnes segmentées français et autres langues, des ad groups dans une même campagne qui cible français, anglais via les mots-clés? Euh, bah, alors, en fait, idéalement, tu as une campagne avec une langue. Mhm. Maintenant, tu vas pouvoir obtenir plus de volume si tu mets toutes les langues et que tu fais des campagnes avec des mots-clés dans une langue spécifique, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer clairement. En gros, j'ai un client, je vais prendre un exemple, ce sera peut-être plus facile à comprendre. J'ai un client qui, 50% des conversions viennent de mots-clés génériques. Donc là, on est sur des campagnes avec des mots-clés génériques et on cible toutes les langues, mais les mots sont soit en français, soit en anglais, soit en allemand. Donc en fait, on sait qu'on cible les bonnes personnes parce qu'on les cible en fonction des mots. Et donc, dans ces conditions, on se moque de la langue et le fait de mettre toutes les langues nous permet de prendre tout le volume. Mais par contre, il y a 50% des conversions qui viennent sur le nom des concurrents. Et typiquement, sur des mots-clés qui sont les mêmes à travers plusieurs langues, bah là, il faudra Mhm. avoir une campagne par langue parce que sinon, on n'arrivera pas à maîtriser qu'on montre une annonce dans la bonne langue à la bonne personne. Donc, la recommandation pour faire simple, tant que les mots sont spécifiques à une langue, il faut cibler toutes les langues, sans pitié pour prendre le plus possible. Par contre, dès lors que le mot peut être le même dans plusieurs langues, il faut faire attention parce qu'on risque de montrer des annonces dans la mauvaise langue à la mauvaise personne. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. John, est-ce que c'est clair pour vous? Exemple, Internet dans toutes les langues.
Euh, Ouais, bah, Internet, voilà, par exemple, c'est vraiment pour l'exemple, mais si je cible Internet dans une campagne qui cible toutes les langues, comment je peux savoir dans quelle langue je dois mettre l'annonce? C'est hmm, impossible de le savoir. Alors que si par exemple, euh, ce n'était pas Internet, mais un mot qui est vraiment en français et il n'y a pas d'équivalent, personne ne va taper ça. S'il est anglais, il ne va pas taper ça. Alors à ce moment-là, on peut cibler toutes les langues parce qu'on sait que c'est un français qui a tapé ça. ok. Moi, j'en avais une. J'ai vu, enfin, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses, mais au niveau du search, maintenant, on a les fameuses audiences. Ça fait déjà quoi, 2, 3 ans à peu près, Ouais. qui s'ajoutent. Est-ce que c'est bon d'ajouter un ciblage en plus des mots-clés au niveau de l'audience ou pas? Alors oui, moi je les utilise abondamment. En fait, Mhm. par principe, j'aurais tendance à les ajouter dès le départ en observation. Et puis au bout d'un moment, une fois que tu as des données, tu vois, il s'est passé peut-être 2, 3 mois, donc tu as des données au niveau de tes audiences, bah, tu vas voir s'il y a des audiences qui sont meilleures que les autres. Ça peut te donner des pistes pour te dire, bah, tiens, je vais faire un petit test en display ou en vidéo, puis je vais commencer par ces audiences-là, puisqu'elles marchent bien en search. Et puis après, dans un second temps, tu vas pouvoir éventuellement créer une campagne spécifique avec un ciblage d'audience. Donc cette fois, tu n'es plus en observation, tu fais une campagne de search avec un ciblage d'audience, une des audiences qui surperforme par rapport à la moyenne. Et là-dedans, tu mets des mots-clés en large. Et finalement, entre le mot-clé large plus le filtrage d'audience, bah, tu vas pouvoir aller diffuser des publicités sur des choses qui sont pertinentes, mais qui n'auraient pas forcément été rentables dans une campagne générique. Mais le fait d'avoir un second filtre et qui est un filtre qualitatif, puisque c'est une audience qui t'a prouvé par le passé qu'elle est meilleure que les autres, tu vas pouvoir obtenir, tu vas pouvoir étendre ton compte en fait. Tu vas pouvoir obtenir plus de volume que ce que tu pourrais en obtenir normalement grâce à des campagnes comme celle-là. Ok. Donc, t'es plutôt pour l'utilisation de l'audience. Complètement. Ouais. Ok. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Profitons-en. Bruno est encore disponible. Il est déjà 18 heures chez lui en Suisse. Ouais. Pas de questions. A priori, non. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Bah, écoute, on est dans les temps, hein, c'est parfait, 12h03. Je ne peux que remercier tous ceux qui se sont inscrits et qui ont écouté, je pense, religieusement les propos de Bruno et qui nous ont ensuite interpellés par après. Moi, personnellement, je te fais un gros merci, Bruno. C'est très gentil, très généreux de ta part d'avoir pris le temps de préparer le document et surtout de l'animer comme tu l'as fait brillamment. Alors, sur ce, je vais donc vous remercier tous et mettre fin à ce webinaire en vous souhaitant peut-être une prochaine fois un autre sujet ou alors peut-être même un autre thème, on verra. Et John me dit, allons-nous nous envoyer le document? Oui, oui. Tout le monde va recevoir. Je vais essayer de faire ça juste après le lunch, de monter rapidement la petite vidéo, de l'uploader tant qu'à faire sur YouTube, hein. Et puis, je vous enverrai le lien dans la journée, vu que chez nous, en plus, on a un week-end avec un jour férié. Vous aurez comme ça un peu plus de temps pour pouvoir le repasser. Nabila nous remercie. Bah, écoute, c'est très gentil, Nabila. Merci également. Barbara Alors, nous remercie. Bon, Laurent, si je peux me permettre juste 2 secondes. Donc, moi oui. aussi, je remercie tous les participants. Je te remercie, toi aussi, pour l'invitation. C'était un plaisir. Et puis, j'ajouterai simplement que je vais te compiler les slides en PDF, puis je vais te les envoyer. Tu pourras les mettre en description, si tu veux, dans la description de la vidéo sur YouTube. Excellent, parfait. Alors encore merci à tous et puis bah merci de nous remercier. Je vois que ça rentre maintenant. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, un bon week-end à tout le monde, un week-end prolongé pour le Québec. Et puis bah on espère aussi sortir prochainement et rapidement de cette saleté de Covid qui nous embête bien dans nos vies de tous les jours. C'est À ça. bientôt. Merci, Laurent. Bye bye. Merci Bruno.